Une famille de 4 personnes a disparu lors d'une excursion en montagne, présumée victime d'un tragique accident de randonnée. Mais 3 semaines plus tard, une caméra de surveillance capture quelque chose qui fait remettre en question ce qui s'est réellement passé, révélant une vérité si sinistre que personne n'aurait pu l'imaginer. Le vent sifflait à travers le parc national de Glacier, dans le Montana, portant avec lui la promesse d'un autre front froid. Eleanor Whitaker, connue de tous sous le nom d'Ellie, posa le pied hors du téléphérique, ses bottes de randonnée usées écrasant la neige compactée sur le sentier. À 67 ans, ses pas étaient un peu mesurés mais confiants, l'allure de quelqu'un qui avait traversé ces montagnes pendant des décennies. Ses yeux, toujours perçants malgré les années, scrutaient le sentier brumeux devant elle. La visibilité était faible, mais cela ne l'inquiétait pas. Elle connaissait ces sentiers mieux que la plupart. Elle les avait parcourus, enseignés, et avait secouru des gens sur ces mêmes sentiers pendant plus de 30 ans en tant que garde forestière et instructrice de survie en milieu sauvage. Elle ajusta son sac à dos et se dirigea vers le chalet en bois servant de point d'arrêt pour les randonneurs. Sa structure en bois se dressait avec force contre le flanc de la montagne, de la fumée s'élevant de la cheminée. Lorsqu'elle déposa son lourd sac dans le hall, retirant la neige de ses bottes, un visage familier se leva derrière le comptoir. « Miss Whitaker !» Le visage du commis s'éclaira en la reconnaissant. « Je ne m'attendais pas à vous voir de si tôt. »« Bonjour Tom », répondit Ellie d'une voix qui portait le poids de sa détermination. Tom s'avança légèrement, baissant la voix. « Des nouvelles de votre famille ?» Ellie secoua la tête, des rides profondes apparaissant autour de ses yeux. Pour les visiteurs, elle était simplement Ellie, la vieille garde forestière, une légende parmi le personnel du parc et les randonneurs réguliers. Sa réputation pour avoir dirigé des retraites de survie pour femmes en retraite n'avait fait qu'ajouter au respect qu'elle avait acquis durant ses 3 décennies de service. « Pas encore », répondit-elle en ouvrant son manteau. « C'est pour ça que je suis revenu. » Tom acquiesça solennellement. Tout le monde en ville connaissait la tragédie de la famille Whitaker. Daniel, le fils d'Ellie, avec sa femme Rachel et leurs jumelles Ivy et Ren, avaient disparu depuis près d'1 mois. Ce qui avait commencé comme une simple randonnée du week-end était devenu le cauchemar de toutes les familles. Ellie sortit un tas d'affiches de personnes disparues de son sac, la première montrant une famille souriante. Daniel dans son sweat à capuche vert, Rachel avec son sourire chaleureux et les jumelles, Ivy en jaune vif et Ren en violet, leurs sourires identiques révélant des espaces vides là où les dents de lait étaient tombées. « J'espérais pouvoir les afficher, remplacer les anciennes, » dit-elle en tendant la pile. « Autour du chalet et aux têtes de sentier, bien sûr. »« Bien sûr, » répondit Tom sans hésiter. « Le responsable a déjà donné son accord. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. »« Merci, » répondit Ellie, reconnaissante de la gentillesse qui lui avait été montrée tout au long de cette épreuve. En parcourant le chalet pour épingler des affiches sur les tableaux d'affichage et près des entrées, Ellie ne pouvait s'empêcher de rejouer les événements de ce jour dans sa tête. Ce matin-là, tout avait semblé normal lorsque Daniel l'avait appelée pour l'inviter à les rejoindre pour une randonnée. « Viens, maman », avait-il dit, sa voix enjouée au téléphone. « Les filles demandent des histoires de ta part. » Elle avait presque annulé ses autres plans, mais l'événement de charité auquel elle s'était engagée depuis des mois ne pouvait pas être reporté. C'était une collecte de fonds pour l'éducation à la survie en milieu sauvage, pour les jeunes défavorisés, une cause qui lui tenait à cœur. La prochaine fois, avait-elle promis, prends plein de photos pour moi. Et elles en avaient mesprit. À midi, alors qu'elle installait les stands pour l'événement de charité, son téléphone avait vibré avec un message de Daniel. C'était un portrait de famille parfait, les 4 souriant largement sur fond de montagne. Elle sourit en remarquant qu'il l'avait dû pris au même endroit qu'à chaque fois. Rachel avait un jour mentionné qu'elle voulait créer un time-lapse, montrant comment les filles grandissaient, toujours devant ces montagnes immuables. L'idée lui avait semblé si douce et sentimentale. Des heures plus tard,
Après que l'événement eut pris fin et Kelly rentra chez elle, elle remarqua plusieurs appels manqués de Daniel. Il y avait aussi un message. Météo en train de se dégrader ici. On raccourcit la randonnée. On se parle plus tard. Elle tenta immédiatement de le rappeler, mais l'appel alla directement à la messagerie vocale. Celui de Rachel fit de même. Au début, Ellie se dit de ne pas s'inquiéter. Le service cellulaire était notoirement instable dans certaines zones du parc. Mais lorsque la soirée arriva et qu'il n'était toujours pas rentré, l'inquiétude se transforma en peur. Cette nuit-là, elle appela la police. Le lendemain matin, des équipes de recherche fouillaient les sentiers les plus utilisés. Des bénévoles de la communauté étaient venus en grand nombre, beaucoup se souvenant de Daniel lorsqu'il était enfant, traînant après sa mère, rangé sur les sentiers les plus sûrs. Après une semaine de recherches intensives, avec des hélicoptères scannant depuis les airs et des équipes à pied en dessous, la police commença à exprimer ce qu'Ellie refusait d'accepter. La probabilité de retrouver des survivants diminuait chaque jour. Madame Whittaker, avait dit doucement le coordonnateur des recherches, « Nous avons couvert toutes les zones probables à ce stade. Avec les systèmes météorologiques qui traversent la région, je suis désolé, mais il nous faut envisager la possibilité d'un tragique accident. » Mais Ellie savait que son fils Daniel était expérimenté dans ces montagnes, qu'il avait grandi en respectant leurs dangers. Il n'aurait jamais mis sa famille en danger. Il aurait lu les signes météorologiques, aurait cherché un abri ou serait revenu en arrière avant que les conditions ne deviennent dangereuses. Il s'était passé quelque chose d'autre, quelque chose au-delà d'un simple accident de randonnée. C'est pourquoi, malgré la réduction des efforts de recherche de la police, Ellie était revenue à la montagne. Si personne d'autre ne retrouverait sa famille, elle le ferait elle-même. Alors qu'elle sortait pour afficher plus d'affiches le long des sentiers, ses doigts devenus raides à cause du froid, elle fixa chaque affiche soigneusement, veillant à ce qu'elle ne soit pas arrachée par le vent. À chaque nouvelle affiche, elle pensait à la dernière photo de Daniel, la famille souriante, inconsciente de ce qui les attendait. Un jeune couple passa, leurs regards se fixant sur l'affiche avant de se tourner vers le visage d'Ellie avec reconnaissance et pitié. Elle s'était habituée à ces regards depuis plusieurs semaines, mais la pitié ne retrouverait pas sa famille. Ce serait la détermination qui le ferait. Lorsqu'elle accrocha l'affiche sur un panneau de sentier, à environ 3 kilomètres, une silhouette émergea entre les arbres à sa droite. Un homme dans la cinquantaine, habillé en camouflage avec un gilet de sécurité orange, s'approcha d'un pas déterminé. « Excusez-moi » appela-t-il, sa respiration visible dans l'air froid. « Est-ce que je peux en prendre une de ces affiches ?» Ellie se tourna, l'étudiant. Il avait l'air d'un homme expérimenté, quelqu'un qui passait beaucoup de temps en forêt. Plus de temps à l'extérieur que dedans, une barbe épaisse parsemée de gris et des yeux alertes qui semblaient tout cataloguer autour de lui. « Bien sûr », répondit-elle en lui tendant une affiche. « Je m'appelle Cal Jennings », dit-il en tendant une main gantée. « Chasseur local, je viens dans ces montagnes depuis 30 ans. » Ellie serra sa main. « Ellie Whittaker, mes amis m'appellent Ellie. » La reconnaissance éclaira les yeux de Cal. « La garde forestière. J'ai beaucoup entendu parler de vous au fil des années. J'ai du respect pour ce que vous avez fait pour le parc. » Cal observe l'affiche attentivement, son front se plissant. « Vous avez dit qu'ils ont disparu il y a 3 semaines, presque 1 mois maintenant. » Cal plongea sa main dans la poche de sa veste et en sortit un petit appareil. « Vous savez, je pense que je devrais vérifier quelque chose. J'ai des caméras de surveillance installées pour suivre les mouvements des gibiers. » Le cœur d'Ellie s'accéléra. « Vous pensez avoir capturé quelque chose? Peut-être quelque chose qui mérite d'être regardé ?» Cal manipula l'écran de l'appareil, faisant défiler ce qui semblait être une série de photos et de vidéos. Ses gestes devinrent plus lents, plus réfléchis, tandis qu'il se concentrait sur certains segments en particulier. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Ellie, ne pouvant retenir son espoir. Cal ne répondit pas immédiatement. Il continua de revoir les images,
jetant de temps en temps des regards entre l'écran et l'affiche dans sa main. Puis il s'arrêta, son doigt suspendu au-dessus de l'écran. « Miss Whittaker, je pense que vous devriez voir ça. » Il tourna l'appareil vers elle. La vidéo était granuleuse, la forêt autour enveloppée de brume. Mais le cœur d'Ellie faillit s'arrêter lorsque 3 silhouettes se déplacèrent dans le cadre. Une femme aux cheveux longs et 2 jeunes enfants, marchant avec une évidente prudence à travers les buissons. La femme portait une veste claire, corail ou rose, tandis que les enfants étaient 10 et vêtus de jaune et de lavande. « C'est eux, » murmura Ellie, la voix tremblante. « C'est Rachel et les jumelles. » Cal hocha la tête, son expression grave. « Je pensais que ça pourrait être le cas. Regardez la date. La date dans le coin de l'écran montrait que la vidéo avait été capturée il y a seulement 3 jours. »« 3 jours ?» La voix d'Ellie monta, pleine d'incrédulité et d'espoir renouvelé. « Ils sont vivants. Mais où est Daniel? Mon fils devrait être avec eux. » Cal fit un zoom avant autant que la qualité de l'image le permettait. C'est une caméra fixe. Elle capture seulement ce qui passe directement devant elle. Votre fils pourrait avoir marché derrière eux, ou peut-être qu'il a pris un autre chemin. Il n'y a aucun moyen de le dire avec juste ça. Ellie fixa l'image figée, observant sa famille. Ils avaient l'air épuisés et secoués, avançant avec les pas prudents de ceux qui naviguent sur un terrain inconnu. À un moment donné, il s'était légèrement tourné vers la caméra, mais ne semblait pas l'avoir remarqué, probablement bien caché pour son objectif de suivre les animaux sauvages sans être détecté. « Et c'est là que cela a été filmé ?» demanda Ellie, son urgence perceptible dans sa voix. Cal sortit une carte GPS de son appareil. « Ici », dit-il en pointant un endroit marqué. « C'est dans la section nord, à environ 13 km d'ici. Le terrain devient rude là-bas, avec de nombreuses ravines non cartographiées et des pentes instables. » Ellie examina la carte, réalisant lentement que c'était en dehors de la zone de recherche. « C'est au-delà de la zone de recherche. La police n'est jamais allée aussi loin vers le nord, car ils ont dit que c'était trop dangereux. Pas de sentiers entretenus, risque élevé d'avalanche après les tempêtes qu'on a eues. »« Exactement, » répondit Cal. « Ce n'est pas l'endroit où une famille avec de jeunes enfants irait normalement, ce qui explique pourquoi personne n'a pensé à chercher là-bas. » Ellie comprit. « Cal, j'ai besoin d'une copie de cette vidéo. Je dois la montrer à la police immédiatement. » Cal acquiesça, travaillant déjà à transférer le fichier. « Je peux vous l'envoyer par email tout de suite, » ajouta-t-il en griffonnant quelque chose sur un petit carnet. « Voici mon numéro. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. Je connais bien ces zones nord. »« Merci, » répondit Ellie, la voix pleine d'émotion. « C'est la première vraie piste que nous avons eue en semaine. J'espère que cela nous aidera. » Cal répondit. « Et j'espère que vous les retrouverez sains et saufs. » Lorsqu'ils eurent terminé le transfert du fichier, Cal vérifia sa montre. « Je dois descendre. Il commence à se faire tard et j'ai ce que je suis venu chercher. » Il désigna son sac de chasse. « Tout va bien pour vous ?»« Oui, » répondit Ellie en serrant son téléphone contenant la précieuse vidéo. « Je vais retourner à ma cabine pour appeler la police tout de suite. » Ils marchèrent ensemble vers le lodge, le sentier plus facile à descendre. L'esprit d'Ellie tournait à toute vitesse avec de nouvelles possibilités. Sa famille était vivante, du moins il y a 3 jours. La police devrait redémarrer les recherches maintenant. Elle devrait chercher dans des zones qu'ils avaient précédemment écartées. Lorsqu'ils arrivèrent au lodge, Cal lui souleva son chapeau. « Souvenez-vous, appelez si vous avez besoin de quelque chose. » « Bonne chance, Miss Whittaker. »« Merci, Cal, » répondit Ellie, le regardant se diriger vers le parking. Elle se tourna et se précipita vers sa cabine de location, une nouvelle détermination dans chaque pas. Pour la première fois en semaine, elle ressentait quelque chose de plus que du chagrin et du désespoir. Elle ressentait de l'espoir. Dès qu'Ellie entra dans sa cabine, elle sortit son téléphone et appela le département de police. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle naviguait jusqu'au contact enregistré du détective Marshall
l'officier principal de l'enquête sur la disparition de sa famille. « Détective Marshall à l'appareil », répondit la voix de l'autre côté. « C'est Ellie Whittaker », dit-elle, en tentant de garder sa voix stable. « J'ai trouvé une preuve que ma famille est vivante. » Il y eut une brève pause avant que le détective ne réponde. « Quel genre de preuve, Miss Whittaker ?»« Une vidéo d'une caméra de sentier. Elle montre Rachel et les jumelles se déplaçant dans la forêt il y a seulement 3 jours, expliqua Ellie en racontant sa rencontre avec Cal Jennings et l'endroit où la vidéo avait été capturée. « Je vous envoie la vidéo maintenant, » continua-t-elle en ouvrant son email. « Vous devez voir ça, détective. Il faut redémarrer la recherche immédiatement. » Alors que Marshall examinait la vidéo, Ellie fit les 100 pas dans la petite cabine, jetant de temps en temps un regard par la fenêtre, où la lumière du jour commençait déjà à s'estomper. Il était presque 16 heures, et à cette époque de l'année, l'obscurité tombait rapidement dans les montagnes. « Ça semble être votre belle-fille et vos petites-filles, » concéda Marshall après un moment. « Cependant, Miss Whittaker, nous ne pouvons pas commencer une opération de recherche à cette heure de la journée. »« Comment ça ?» s'écria Ellie. « Elles sont là, dehors, maintenant. »« Je comprends votre urgence, » répondit Marshall, son ton mesuré. « Mais en tant qu'ancienne garde forestière, vous savez mieux que quiconque les dangers des opérations de recherche nocturne dans ce terrain. La zone que vous décrivez est particulièrement traître. » Ellie se dirigea vers la fenêtre, observant les gardes forestiers qui guidaient déjà les randonneurs de jour vers le bas des sentiers de montagne. Des nuages sombres s'amoncelaient au-dessus des sommets, promettant encore de la neige. « La météo prévoit une nouvelle chute de neige cette nuit, » poursuivit Marshall. « Nous ne pouvons pas risquer d'envoyer des équipes dans un territoire non marqué avec une visibilité limitée et des conditions qui se dégradent. Nous ne ferions qu'ajouter plus de victimes potentielles. » Autant cela lui faisait mal, Ellie savait qu'il avait raison. Elle avait suffisamment mené des opérations de sauvetage pour comprendre les protocoles et les raisons derrière ses décisions. « Et les hélicoptères ?» demanda-t-elle, cherchant une alternative. « Pas dans ces conditions et certainement pas de nuit, » répondit Marshall. « De plus, d'après ce que je vois sur cette vidéo, elles ne semblent pas en détresse immédiate. Elles avancent délibérément, pas comme des personnes en danger critique. » Blessée ou perdue, Ellie s'affaissa dans une chaise, luttant contre la frustration de savoir que sa famille était si proche, mais toujours hors de portée. « Alors on attend jusqu'au matin, » confirma Marshall. « Je vais coordonner avec les autorités du parc ce soir. Nous allons constituer des équipes et planifier l'approche la plus sûre pour cette zone. Miss Whittaker, je vous promets que nous ferons tout notre possible pour les retrouver demain. »« Je comprends, » dit-elle à contre-cœur. « Mais je veux faire partie de l'équipe de recherche. Vu votre expérience, je pense que cela peut être arrangé. Soyez simplement à la station des gardes forestiers à 6 heures du matin. » Après avoir raccroché, Ellie resta silencieuse pendant plusieurs minutes, fixant l'image figée de Rachel et des jumelles sur son téléphone. Elles étaient en vie, mais quelque chose n'allait pas. Où était Daniel? Pourquoi n'était-il pas avec elle sur la vidéo? L'explication de Cal, selon laquelle Daniel pourrait avoir été hors cadre ou avoir pris un autre chemin, avait du sens, mais Ellie connaissait son fils. Il n'aurait jamais quitté sa famille dans un terrain aussi isolé et dangereux, surtout avec les jumelles. Il était trop protecteur, trop prudent. Et pourquoi était-elle dans cette zone spécifique au départ? C'était loin des sentiers qu'il prenait habituellement, dans une zone connue pour être dangereuse, même pour des randonneurs expérimentés. Daniel n'aurait jamais conduit sa famille là-bas sans une raison impérieuse. Les questions se multipliaient, sans réponse, ne faisant qu'accentuer ses préoccupations. Ellie se leva et se dirigea à nouveau vers la fenêtre, observant la dernière lumière s'éteindre dans le ciel et les premiers flocons de neige commencer à tomber. Quelque part là-haut, dans l'obscurité grandissante, sa famille passait une autre nuit seule dans la nature. « Accrochez-vous » murmura-t-elle, sa respiration embuant le verre froid. « Tenez bon jusqu'au matin. » Lorsque la soirée tomba sur la montagne,
la cabine d'Ellie devint de plus en plus oppressante. Les murs semblaient se refermer sur elle, et le silence amplifiait les pensées anxieuses qui tournaient dans son esprit. Malgré la chaleur du petit foyer, un frisson la traversa, qui n'avait rien à voir avec la température. Son estomac grogna, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner. En regardant sa montre, il était 18h30. Ellie décida de rejoindre le dîner communautaire dans la grande salle du lodge. Rester seule avec ses pensées ce soir ne ferait qu'alimenter son anxiété. Elle se coucha contre le froid et se dirigea à travers la cour vers le bâtiment principal. La neige s'intensifiait, de gros flocons tombant dans la lueur des lampes extérieures. Les sentiers étaient désormais complètement vides, tous les randonneurs censés étant rentrés à l'abri depuis des heures. En s'approchant du lodge, elle aperçut un groupe rassemblé autour du grand foyer en pierre dans la salle centrale. Le bruit des conversations et des rires occasionnels filtrèrent à travers les portes vitrées. Cela semblait terriblement normal. Une autre soirée en montagne pour la plupart de ces gens, tandis que son monde restait bouleversé. Poussant les portes, Ellie ressentit immédiatement la chaleur et l'odeur de la nourriture. Les têtes se tournèrent lorsqu'elle entra, les conversations faiblissant un instant avant de reprendre avec une nonchalance forcée. Elle s'était habituée à être l'objet des murmures ces dernières semaines. Elle prit une tasse d'eau chaude au comptoir des boissons et sortit un pot de nouilles instantanées de sa poche, avant de trouver une place au bord du rassemblement. Pas tout à fait à l'écart, mais pas non plus pleinement intégrée. Elle devint consciente de deux hommes qui parlaient à proximité. Ils étaient à peu près de son âge, peut-être un peu plus vieux. Leur voix était de basse, mais encore audible lors des pauses dans la conversation plus large. « Ça doit être Eleanor Whittaker, non ?» dit l'un d'eux. « La millionnaire woman. »« Oui, » répondit l'autre. « Quel dommage. Elle donne tout cet argent à la Wilderness Education Foundation le mois dernier, et maintenant sa famille est portée disparue. Le karma peut être cruel. »« Si c'était ma famille, » continua le premier homme, sans savoir qu'Ellie pouvait entendre chaque mot. « Je serais là-bas, à chercher, peu importe la tempête, à 100%. »« Eh bien, c'est juste une femme, et elle fait ça toute seule, » répondit l'autre, pas sans bienveillance. « Ça ne doit pas être facile à son âge. » Ellie fixa son pot de nouilles, la vapeur montant pour réchauffer son visage, qui s'était figé, durci par l'émotion contenue. Les conversations autour d'elle continuaient, la plupart des gens lui laissant de l'espace, certains lui adressant un signe de tête poli lorsqu'il croisait de son regard. Mais elle ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que ces mots qui résonnèrent dans sa tête. « Je serai là-bas, à chercher, peu importe la tempête. » Daniel attendrait-il jusqu'au matin si c'était elle qui était disparue dans la montagne? La réponse vint immédiatement. Non, il ne se reposerait pas tant qu'il ne l'aurait pas retrouvée. Avec une détermination renouvelée, Ellie termina juste assez de son repas pour faire taire sa faim, puis s'éclipsa discrètement du rassemblement. Personne ne sembla remarquer son départ. Elle se dirigea vers sa cabine. Une fois à l'intérieur, elle se mouva avec détermination. De ses sacs, elle sortit son équipement de randonnée le plus fiable, celui qui l'avait accompagnée à travers d'innombrables défis dans la nature. Des couches thermiques, une coquille extérieure imperméable, des bottes renforcées, son vieux sac de recherche et de sauvetage, toujours méticuleusement organisé, avec des fournitures d'urgence, une trousse de premiers secours et des outils de survie. Elle vérifia son appareil GPS, s'assurant que les cartes en ligne et les copies de sauvegarde hors ligne étaient prêtes. Les coordonnées de Cal étaient déjà marquées. Elle emballa des batteries supplémentaires, des barres énergétiques et son sac de couchage conçu pour des températures sous zéro. Pendant qu'elle s'affairait, une petite voix de prudence lui souffla qu'elle était imprudente. La police et les gardes forestiers lanceraient les recherches dès l'aube. Elle avait 67 ans et elle affrontait un terrain difficile sous des conditions météorologiques de plus en plus mauvaises. Mais une voix plus forte, celle qui l'avait guidée pendant 3 décennies de sauvetage en pleine nature, lui rappela que chaque heure comptait dans des situations de survie.
Et s'il y avait bien quelqu'un capable de naviguer en toute sécurité dans ces montagnes, par mauvais temps, c'était elle. Avec son sac bien attaché, Ellie sortit de sa cabine, prenant soin d'éviter les sentiers principaux où elle pourrait être vue. La neige tombait plus fort maintenant, déjà en train de s'accumuler au sol. Elle sortit sa lampe frontale de sa poche, mais la garda éteinte pour l'instant, ne voulant pas attirer l'attention en passant devant les cabines faiblement éclairées. Une fois arrivée au départ du sentier, elle s'arrêta un instant pour s'orienter selon les coordonnées GPS de Cal. Elle devait se diriger vers le nord-ouest, loin des sentiers entretenus, dans la nature moins fréquentée. Ce serait une randonnée difficile même en plein jour. Dans la pénombre grandissante et sous la neige qui tombait, elle mettrait à l'épreuve toutes ses compétences. Mais sa famille était là-bas, et elle allait les retrouver. Ellie alluma sa lampe frontale, prit une grande bouffée d'air froid des montagnes et commença son ascension. La neige crissait sous ses bottes, sa respiration se transformait en nuages dans l'air glacial. À chaque pas, les bruits du lodge s'éloignaient, remplacés par le murmure de la neige et du vent dans les pins. Le terrain devenait plus escarpé, le sentier moins distinct. Après 2 heures de marche, la neige tombait si fort que sa visibilité se réduisait à quelques mètres à peine. Le temps semblait perdre son sens à mesure qu'elle avançait, vérifiant régulièrement son GPS pour s'assurer qu'elle restait sur la bonne route. À mesure que les heures passaient, la température chutait encore plus. Le vent soufflait fort, poussant la neige horizontalement, fouettant la peau exposée d'Ellie. Ses lèvres commencèrent à devenir engourdies, ses doigts raides malgré ses gants isolants. La réalisation s'imposa à elle. Elle était en train d'atteindre ses limites. Si les conditions empirent davantage, elle n'aurait d'autre choix que de trouver un abri et d'attendre que la tempête passe. Alors qu'elle commençait à envisager ses options pour établir un camp d'urgence, une lueur faible attira son attention à travers le rideau de neige. Au début, elle pensa que ce pourrait être un jeu de lumière ou que sa propre fatigue jouait des tours à son esprit. Mais à mesure qu'elle avançait prudemment, la lueur se précisa pour devenir ce qui semblait incontestablement être une fenêtre, de la lumière s'échappant d'une structure nichée parmi les arbres, une cabine dans cette section reculée de la nature. Quelqu'un avait construit une cabine. L'espoir envahit le corps fatigué d'Ellie. Au moins, cela offrait un abri contre la tempête de plus en plus dangereuse. Dans le meilleur des cas, cela pourrait apporter des réponses sur sa famille. Elle s'approcha prudemment, sa lampe frontale éclairant une petite structure robuste, partiellement protégée par les pins environnants. De la fumée s'échappait de la cheminée, confirmant que quelqu'un était à l'intérieur. Les mains tremblantes, à cause du froid ou de l'anticipation, Ellie ne savait pas. Elle frappa à la porte en bois. Pas de réponse. Elle frappa de nouveau, plus fort cette fois, et appela « Bonjour, quelqu'un est là? S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. » Plusieurs longues minutes passèrent en silence. Puis, juste au moment où elle allait frapper une 3e fois, la porte grinça et s'ouvrit. Ellie se retrouva face à un visage qu'elle n'avait vu que sur des photographies et des affiches de personnes disparues depuis 3 semaines. Rachel se tenait dans l'encadrement de la porte, l'expression figée par le choc. Pendant un instant, aucune des 2 femmes ne bougea. Puis Rachel sembla se ressaisir et s'élança vers Ellie, la tirant à l'intérieur. « Ellie, comment? Que fais-tu ici ?» balbutia Rachel, aidant sa belle-mère à se débarrasser de ses couches extérieures couvertes de neige. Avant qu'Ellie ne puisse répondre, de petites voix appelèrent depuis l'intérieur de la cabine. « Maman, c'est qui ?» 2 petites silhouettes apparaissaient derrière un fauteuil en bois, Ivy et Ren, leurs yeux s'écarquillant en reconnaissant leur grand-mère. « Grand-mère Ellie !» crièrent-elles en chœur, se précipitant vers elle, mais s'arrêtant brusquement, soudain timide ou incertaine. Ellie s'agenouilla, submergée par l'émotion et la fatigue. La chaleur du feu dans la cabine commença à décongeler ses extrémités, envoyant des picotements douloureux dans ses mains et ses pieds. Mais l'inconfort physique n'était rien comparé
à l'immense soulagement qu'elle ressentait en voyant ses petites filles vivantes. Rachel se déplaça rapidement vers la petite cuisine et revint avec une tasse fumante. « Tiens, bois ça, tu es à moitié gelé. » Alors qu'Ellie buvait le liquide chaud, du lait en poudre reconstitué, elle réalisa que Rachel guidait les jumelles vers leur lit de fortune. « Il est tard, les filles, au lit maintenant. Grand-mère Ellie a besoin de se réchauffer. Vous pourrez lui parler demain. » À contre-cœur, les jumelles se traînèrent vers un petit lit dans un coin, se pelotonnant ensemble sous une couverture épaisse. Rachel leur donna chacune une tasse de lait, et après qu'elles eurent englouti avidement le liquide blanc, elle les coucha avec une facilité pratiquée, leur murmurant quelque chose qui fit éclater des rires légers avant qu'elles ne se calment finalement. « Bonne nuit, grand-mère Ellie, » dit Ivy d'une voix douce. Reine répéta les mots un moment plus tard, déjà en train de bâiller, les yeux à moitié fermés. Une des filles s'endormit presque immédiatement, ce qui surprit Ellie. Peu après, leur respiration se régularisa, douce et régulière. La chaleur de la couverture et le confort de la présence de l'autre semblaient dissoudre la fatigue de la journée, les laissant paisibles et immobiles. Alors que le choc initial s'estompait, des questions envahirent l'esprit d'Ellie, mais la plus pressante se fraya un chemin jusqu'à ses lèvres en premier. « Rachel, » dit-elle doucement, gardant sa voix basse pour ne pas déranger les jumelles. « Où est Daniel ?» Le visage de Rachel s'assombrit à l'évocation du nom de Daniel. Elle se dirigea vers la petite table en bois au centre de la cabine et s'effondra dans une chaise, invitant Ellie à la rejoindre. Ellie s'assit lentement dans la chaise en face de Rachel, toujours en train de réchauffer ses mains autour de sa tasse. La cabine était simple mais solide, une seule pièce avec une cuisine, le petit lit que les jumelles partageaient et un canapé en cuir. Un petit poêle à bois fournissait à la fois la chaleur et un espace pour cuisiner. Et des étagères le long d'un mur contenaient des fournitures, des conserves, de l'eau en bouteille, des outils de base. « Rachel, » insista Ellie, « qu'est-ce qui s'est passé? Où est mon fils ?» demanda-t-elle à nouveau. Les yeux de Rachel se remplirent de larmes. Elle fixa son propre mug, le tournant lentement entre ses mains avant de répondre. « Nous avons eu un accident, » commença-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Ce jour-là, on est parti en randonnée. On n'a pas bien vérifié la météo et on s'est retrouvé pris dans cette terrible tempête de neige il y a 3 semaines. »« Mais pourquoi étiez-vous là-haut » Ellie demanda, luttant pour garder sa voix calme. « Cette zone est marquée comme dangereuse sur toutes les cartes du parc. Daniel sait mieux que de conduire les enfants dans cette zone. » Rachel mordit à sa lèvre. Il voulait essayer quelque chose de différent. On faisait toujours les mêmes sentiers depuis des années, et les filles commençaient à s'ennuyer. Il pensait qu'on pourrait explorer un peu dans les zones moins fréquentées, rester sur les pentes plus basses, là où c'est plus sûr, mais ensuite la tempête est arrivée si soudainement qu'il semblait plus dangereux de revenir que de continuer. Elle marqua une pause, essuyant ses yeux. On a eu de la chance de trouver cette cabine. Elle nous a sauvés la première nuit. Ellie hocha la tête, comprenant qu'un abri dans de telles conditions aurait été un véritable salut, mais elle n'avait toujours pas sa réponse. « Et Daniel ?» insista-t-elle. Le visage de Rachel se décomposa, et pendant un instant, elle ne put parler. Quand elle retrouva finalement sa voix, elle était brisée par le chagrin. Le lendemain matin, quand la neige a un peu diminué, Daniel a dit qu'il partirait chercher de l'aide. Il pensait qu'il pourrait atteindre une zone avec du réseau ou trouver un garde forestier. Sa voix se perdit. J'ai attendu des heures, ça s'est transformé en un jour. Puis une autre tempête est arrivée, pire que la première. Je ne pouvais pas laisser les filles seules pour partir à sa recherche. « Vous l'avez jamais retrouvée ?» demanda Ellie, la gorge serrée par l'angoisse. Rachel secoua la tête, les larmes coulant librement maintenant. Après que la deuxième tempête soit passée, j'ai essayé de chercher autour, mais avec les jumelles, je ne pouvais pas aller loin. Et puis, il est arrivé encore plus de mauvais temps. On est coincé ici, à attendre que les conditions s'améliorent pour pouvoir tenter de revenir sur les sentiers principaux.
Le cœur d'Élie se serra comme dans un étau. Donc Daniel est... Elle n'arriva pas à finir la phrase. Je ne sais pas avec certitude, admit Rachel, mais ça fait 3 semaines. J'ai dû accepter que... Elle coucha son visage dans ses mains, les épaules secouées par des sanglots. Après un moment, Élie posa la question qui la tourmentait depuis son arrivée. « Les filles savent ?» demanda-t-elle. Rachel baissa les mains, se repliant sur elle-même avec un effort visible. Elles ont fini par comprendre. Elles sont intelligentes, elles posaient des questions. Dès la 2e semaine, elles ont su que quelque chose n'allait pas. J'ai dû leur dire que papa pourrait ne pas revenir. Élie tourna le regard vers le petit lit où dormaient ses petites filles, leurs visages assortis paisibles sous la faible lumière de la cabine. L'idée qu'elles aient dû assimiler une telle nouvelle dévastatrice lui brisa le cœur. « Mais pourquoi êtes-vous restés ici ?» Élie demanda en se tournant de nouveau vers Rachel. « Ça fait 3 semaines, il y a eu des pauses dans la météo, non ? Vous auriez pu essayer de redescendre, » dit Élie, la voix tremblante d'incrédulité. L'expression de Rachel devint hantée. « J'avais peur. Peut-être que si c'était juste moi, j'aurais pris le risque. Mais avec les jumelles, après avoir perdu Daniel ?» Elle secoua la tête. « Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il puisse leur arriver quelque chose aussi. Alors nous sommes restés, utilisant les provisions que nous avons trouvées ici. » Élie se leva soudainement de sa chaise, un besoin de se déplacer la prenant. Elle se dirigea vers la cuisine et examina les étagères plus attentivement. La plupart des aliments étaient en conserve, haricots, soupe, légumes, mais il y avait aussi des paquets de viande séchée et du lait qui semblait relativement frais. « Ces provisions, » dit Élie en prenant une boîte de lait, « elles ne semblent pas avoir été là depuis des années. »« Non, » acquiesça Rachel, « je pense que quelqu'un utilise cette cabine régulièrement. Un chasseur, peut-être. Il y en a assez pour nous tenir un moment. » Élie posa la boîte de lait et se dirigea vers la petite poubelle près de la porte pour jeter sa tasse vide. En s'approchant, quelque chose attira son attention. Un éclat métallique sous une planche de plancher desserrée. Elle se baissa pour examiner de plus près. « Il y a quelque chose ici, » murmura-t-elle. Rachel se leva rapidement et s'approcha d'elle. « Qu'est-ce que c'est ?» Élie glissa ses doigts dans l'espace entre les planches et souleva la planche. Elle se leva facilement, révélant un petit espace en dessous. Là, nichée dans la poussière, se trouvait une bague d'homme, une alliance avec une incrustation de diamants distinctive. Le souffle d'Élie se coupa lorsqu'elle la souleva. La bague était propre, sans éraflure ni salissure, ce que l'on pourrait attendre si elle avait été perdue sous un plancher pendant un certain temps. « C'est l'alliance de Daniel, » dit-elle, sa voix vide de tout son. Rachel la fixa un moment, son expression impénétrable, avant de tendre la main pour la prendre. « Elle a dû glisser de son doigt cette première nuit, » dit-elle rapidement. « On était tous tellement gelés et nos mains étaient engourdies. Elle est probablement tombée par la fissure sans qu'il ne s'en aperçoive. » Élie lui remit la bague, observant Rachel la glisser sur son pouce pour la garder en sécurité. Quelque chose dans l'explication ne lui semblait pas juste, mais Élie n'arrivait pas à formuler ce qui la dérangeait exactement. Elle jeta à nouveau un coup d'œil autour de la cabine, notant des détails qu'elle avait négligés auparavant. La pile substantielle de bois de chauffage près de la porte, bien plus que ce qu'on attendrait d'une cabine abandonnée. L'armoire derrière Rachel, qui était légèrement entr'ouverte, révélant non seulement des conserves, mais aussi des provisions fraîches. « Rachel, » dit Élie lentement, « si cette cabine est abandonnée, pourquoi y a-t-il autant de bois de chauffage ? Et ces provisions, certaines semblent faites nouvelles. » Un éclair de quelque chose, culpabilité, peut-être, traversa le visage de Rachel avant qu'elle ne se reprenne. « Je t'ai dit que je pense que quelqu'un l'utilise régulièrement. Peut-être qu'ils sont passés ici, depuis qu'on est arrivé. Et ils ne t'ont pas aidé. On se cache quand on entend quelqu'un approcher, » expliqua Rachel. « Après tout ce qui s'est passé, je ne savais pas à qui faire confiance. » Élie hocha la tête, mais l'explication ne fit rien pour dissiper l'inquiétude grandissante en elle.
Elle se tourna vers la cuisine, prête à poser davantage de questions. Mais un mouvement soudain attira son attention du coin de l'œil. Dans la fraction de seconde, avant que la douleur n'explose dans son crâne, Ellie aperçut Rachel derrière elle, les bras levés, la crosse d'un fusil de chasse serrée dans ses mains. Puis, le noir total. La conscience d'Ellie revint par fragments douloureux. D'abord, la pulsation dans sa tête, une douleur constante qui irradiait du bas de son crâne. Ensuite, la sensation de froid, ses extrémités engourdies malgré la chaleur de la cabine. Enfin, l'odeur, quelque chose d'acide et chimique qui lui serra la gorge. Elle força ses yeux à s'ouvrir, clignant pour chasser la désorientation. La cabine était sombre maintenant, le feu réduit à des braises qui projetaient de longues ombres sur les murs. Par les fenêtres, elle pouvait voir que la tempête de neige était passée, laissant un ciel clair et nocturne au-delà du verre. Quand elle tenta de bouger, la panique la saisit. Ses bras et ses jambes ne répondaient pas. En baissant les yeux, elle découvrit pourquoi. Elle était attachée à une chaise en bois avec des cordes, les liens suffisamment serrés pour couper sa peau. L'odeur s'intensifia, la faisant tousser. Il y avait du gaz qui fuyait dans la cabine. Le regard d'Ellie chercha autour d'elle, scrutant la pièce à la recherche de Rachel et des jumelles. Le petit lit dans le coin était vide, les couvertures rejetées de côté. Personne d'autre dans la cabine. La réalisation lui frappait de plein fouet. Rachel l'avait laissée attachée dans une cabine qui se remplissait de gaz, avec un feu qui couvait et qui finirait par s'embraser, déclenchant une explosion. Elle voulait qu'Ellie meure ici. Mais pourquoi? La question brûlait aussi intensément que la douleur dans sa tête, mais Ellie savait qu'elle ne pouvait pas se concentrer là-dessus. La survie passait avant tout. Elle fit un inventaire rapide de la situation. Les cordes autour de ses poignets étaient serrées, mais pas parfaitement attachées. Si elle arrivait à créer un peu de jeu, elle pourrait peut-être se libérer. La chaise, bien que vieille, était solide et difficile à briser. Ellie commença à balancer la chaise, d'abord avec de petits mouvements pour tester sa stabilité. Chaque mouvement envoyait de nouvelles vagues de douleur dans sa tête, mais elle persévérait. L'odeur du gaz devenait de plus en plus forte. Elle n'avait plus de temps. Avec un coup soudain, elle lança tout son poids sur le côté, renversant la chaise. L'impact secoua son crâne blessé, envoyant des étoiles dans sa vision, mais elle sentit la chaise se fissurer légèrement. Encouragée, elle répéta le mouvement, frappant la chaise contre le sol encore et encore, jusqu'à ce qu'un des pieds se brise. Le pied cassé créa juste assez de jeu dans la structure pour qu'Ellie puisse manœuvrer ses mains liées vers sa poche. Ses doigts, raides à cause du froid et de la circulation restreinte, fouillèrent pendant de longues secondes agonisantes avant de saisir ce qu'elle cherchait. Un petit couteau pliant qu'elle portait toujours sur elle. L'ouvrir d'une main, tout en étant attachée, fut un défi qui nécessita toute la dextérité qu'elle possédait. Lorsque la lame se verrouilla enfin, elle commença à scier les cordes autour de ses poignets, prenant soin de ne pas se couper au passage. L'odeur du gaz était maintenant accablante, lui donnant le vertige. Quelque part dans la cabine, une petite flamme des braises mourantes toucha quelque chose. Il y eut un léger « whoosh » lorsque le feu se propagea près de la cheminée. Les cordes autour de son poignet cédèrent, juste au moment où les premières flammes commencèrent à courir sur le sol en bois, se dirigeant vers la cuisine. Ellie travailla plus vite, libérant son autre poignet, puis détachant rapidement ses chevilles. Se lever la rendit nauséeuse, mais l'adrénaline la propulsa en avant. Elle trébucha jusqu'à la porte, seulement pour découvrir qu'elle était verrouillée. Que ce soit avec une clé ou par un autre moyen, elle ne pouvait pas le dire. Le feu se propageait maintenant rapidement, dévorant le bois vieillissant avec une efficacité vorace. Attrapant l'un des bûches restantes, Ellie se dirigea vers la fenêtre la plus proche. Le verre était vieux et à un seul vitrage, vulnérable, surtout pour une femme qui avait passé des décennies à développer la force physique nécessaire à la survie en milieu sauvage. Avec un cri d'effort, elle balança le bûche contre la fenêtre.
Le verre se fissura, mais resta intact. Un deuxième coup la brisa, envoyant des éclats voler dans la neige. Ellie utilisa le bûche pour enlever les morceaux restants du cadre, ignorant les coupures sur ses mains, alors qu'elle n'hésite pas. Elle grimpa à travers la fenêtre, les bords tranchants du verre brisé, s'accrochant à ses vêtements et la coupant à la jambe, alors qu'elle se faufilait dans l'étroit espace. Elle tomba lourdement dans la neige à l'extérieur, le froid contrastant de manière choquante avec l'enfer derrière elle. Se roulant loin de la cabine, elle regarda les flammes engloutir la structure. L'éclat chaleureux qui lui avait semblé si accueillant quelques heures plus tôt se révéla être le piège mortel qu'il était devenu. Ses provisions, son GPS, son sac, ses moyens de communication et de navigation, tout cela brûlait à l'intérieur. Elle était seule dans la nature, sans équipement, blessée et sans repère clair par rapport à la cabane. Mais elle était en vie, et quelque part, Rachel fuyait avec les jumelles, des enfants qui appartenaient au fils d'Ellie, Daniel, l'homme que Rachel avait presque certainement tué. Ellie ne pouvait ignorer cette vérité. Si la mort de Daniel avait vraiment été un accident, pourquoi Rachel avait-elle essayé de la tuer elle aussi lorsqu'elle avait commencé à poser trop de questions? Ellie se leva en trébuchant, grimaçant de douleur à chaque mouvement de sa jambe, où le verre l'avait coupée. La nuit était claire à présent, les étoiles brillamment visibles au-dessus de la cime des arbres. Elle se repéra en utilisant l'étoile polaire, se rappelant que la cabane était à l'ouest. Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas dans cette direction, un faible bruit attira son attention. Une voix d'enfant, haute et effrayée, appelant de quelque part dans la forêt. Oubliant ses propres blessures, Ellie se dirigea vers le bruit, ses pieds s'enfonçant dans la neige profonde. La voix se fit entendre à nouveau, plus claire cette fois, indiscutablement l'une des jumelles. Elle poussa à travers un groupe de pins, suivant les appels jusqu'à ce qu'elle émerge dans une petite clairière. Là, contre une saillie rocheuse, une petite silhouette en veste violette était recroquevillée, une jambe étendue dans un angle anormal. « Reine !» appela Ellie doucement, s'approchant lentement pour ne pas effrayer davantage l'enfant. La fille leva les yeux, son visage strié de larmes. « Grand-maman Ellie, ça fait mal à ma jambe, ça fait vraiment mal. » Ellie s'accroupit à côté de sa petite fille, examinant soigneusement la blessure. Même dans la faible lumière des étoiles, elle pouvait voir que la jambe de Reine était soit cassée, soit gravement foulée. La cheville était enflée, 2 fois sa taille normale. « Que s'est-il passé, ma chérie ?» demanda Ellie, en enlevant son écharpe pour en faire une attelle improvisée. « Où est ta maman et Ivy ?» Reine renifla. « Je suis tombée de la colline. Maman a essayé de m'aider, mais ensuite elle a dit qu'on devait continuer. Elle a dit... » La voix de l'enfant se brisa. Elle a dit quelque chose à propos de sacrifice, et puis elle a emmené Ivy et m'a laissé ici. La colère, une rage que jamais Ellie n'avait ressentie auparavant, l'envahit. Rachel avait abandonné un enfant blessé dans la nature, sa propre fille, par des températures glaciales qui l'auraient tué avant le matin. « Je suis là maintenant, » dit Ellie en travaillant pour garder sa voix calme et rassurante. « Je vais te mettre en sécurité. » Avec des mouvements délicats, elle fixa l'attelle autour de la cheville de Reine, utilisant des branches et son écharpe pour immobiliser l'articulation. Ensuite, elle souleva l'enfant dans ses bras, la serrant contre sa poitrine. « Tout va bien se passer, » lui promit-elle en se tournant vers ce qu'elle espérait être le chemin vers la civilisation. « Accroche-toi bien, on a une longue marche devant nous. » Reine enroula ses bras frêles autour du cou d'Ellie, son corps tremblant de froid et de choc. Malgré ses propres blessures et sa fatigue, Ellie trouva de nouvelles réserves de force alors qu'elle entamait le long périple de descente de la montagne. Chaque pas portait une charge précieuse. Elle n'avait pas d'équipement, pas de carte, et une enfant blessée à protéger. Mais elle avait des décennies d'expérience dans ces montagnes et une détermination de fer qui ne céderait ni à la douleur, ni à la fatigue, ni à la peur. Quelque part devant, Rachel fuyait avec Ivy,
et lorsque Ellie atteindrait un endroit sûr avec Ren, elle s'assurerait que cette femme ne ferait plus jamais de mal à un autre membre de sa famille. Le voyage à travers la montagne fut une épreuve de résistance. Chaque muscle du corps d'Ellie criait pour qu'elle s'arrête, mais elle avançait. Le poids de Ren dans ses bras était un rappel constant de ce qui était en jeu. L'enfant était tombé dans un sommeil agité, des gémissements de douleur s'échappant de ses lèvres quand la douleur perçait sa fatigue. Ellie se guida à la lumière des étoiles et de sa mémoire, choisissant les pentes les plus douces lorsque cela était possible, évitant soigneusement les obstacles qu'elle pouvait à peine voir dans l'obscurité. Chaque pas nécessitait une réflexion soigneuse. Une chute maintenant pourrait être catastrophique pour elles deux. Des heures passèrent ainsi, marquées seulement par le lent mouvement des étoiles dans le ciel, jusqu'à ce que l'horizon à l'est commence à s'éclaircir avec les premières lueurs de l'aube. Ellie aperçut des repères familiers. Ils approchaient des sentiers aménagés qui les mèneraient de nouveau à la cabane. « Ren, dit-elle doucement, en réveillant l'enfant. « Regarde, chérie, on est presque arrivé. » La petite se remua, clignant des yeux, encore engourdie par le sommeil. Son visage était pâle de douleur et de froid, mais un éclat d'espoir apparut dans ses yeux lorsqu'elle aperçut les panneaux de sentier devant elle. « Est-ce que maman est là ?» demanda-t-elle, sa voix petite et incertaine. La question prit Ellie au dépourvu. Comment expliquer à une enfant de 7 ans que sa mère avait essayé de les tuer toutes les deux, qu'elle l'avait abandonnée dans la neige pour mourir? « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Mais il y a des gens qui peuvent pas te nous aider, et c'est ce qui compte maintenant. » La dernière portion de leur voyage les conduisit près des cabanes périphériques, puis vers le lodge central. En émergeant de la forêt, Ellie aperçut des randonneurs matinaux, préparant leur journée, et des membres du personnel installant le matériel. Puisant dans ses dernières forces, elle cria « Aidez-nous, nous avons besoin d'aide ici !» Les têtes se tournèrent. Il y eut un moment de silence choqué avant que les gens ne commencent à courir vers elle. Les jambes d'Ellie cédèrent enfin, et elle s'effondra à genoux dans la neige, toujours en tenant Ren contre elle, de manière protectrice. « Appelez de l'aide médicale !» cria quelqu'un. « Et prévenez le directeur !» Des mains se tendirent vers elle, aidant Ellie à se relever, tandis que d'autres prenaient soigneusement Ren dans leurs bras. La chaleur du hall du lodge les enveloppa, alors qu'elles étaient naguidées à l'intérieur. Des voix se chevauchaient, préoccupées et confuses. « C'est Eleanor Whittaker !» entendit Ellie, et l'un des enfants disparut. Le directeur du lodge apparut, son visage affichant une surprise évidente en la reconnaissant. « Mademoiselle Whittaker, que s'est-il passé? Comment avez-vous appelé la police ?» Ellie intervint, la voix pleine d'épuisement. « Rachel a essayé de me tuer. Elle a laissé Ren blessée dans la neige pour mourir. » Un silence se fit dans la foule. Certains avaient commencé à filmer la scène avec leur téléphone, mais Ellie était au-delà de la préoccupation pour la vie privée à ce moment-là. « Nous devons les réchauffer, » dit le directeur, retrouvant son calme. « Et l'enfant a besoin de soins médicaux immédiatement. » Elles furent conduites près du grand foyer dans la pièce principale, où des couvertures apparurent comme par magie, enveloppées autour de leurs épaules. Un membre du personnel formé au premier secours commença à examiner la jambe blessée de Ren, tandis qu'un autre apportait des boissons chaudes. « Whittaker », dit le responsable en s'accroupissant près d'elle. Les opérateurs de la télécabine ont signalé avoir vu une femme avec un enfant tôt ce matin. Ils n'étaient pas sûrs, mais ils pensaient que cela pourrait être Rachel. Ellie termina pour lui, avec Ivy. Par où sont-elles descendues de la montagne? Apparemment, elles se sont déplacées rapidement, sans s'arrêter pour parler à personne. Le cœur d'Ellie se serra. Si Rachel avait déjà pris la télécabine, elle pouvait être n'importe où à présent. Le hurlement des sirènes annonça l'arrivée des secours. En quelques minutes, le lodge fut envahi par des policiers et des ambulanciers. Ren fut soigneusement transféré sur une civière, les ambulanciers stabilisant sa jambe et vérifiant ses signes vitaux. « Je veux rester avec ma petite fille »,
insista Ellie, tandis qu'il se préparait à emmener Ren. Bien sûr, assura l'un des ambulanciers. Nous vous transporterons toutes les deux à l'hôpital. Alors qu'elles étaient chargées dans l'hélicoptère médical, la manière la plus rapide d'atteindre l'hôpital le plus proche, un policier s'approcha. « Mademoiselle Whittaker, nous avons besoin de prendre votre déposition dès que possible. Nous avons déjà reçu des informations contradictoires. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Ellie, ne relâchant pas la main de Ren. Une femme se présentant comme Rachel Whittaker a été amenée à l'hôpital plus tôt par un chasseur qui l'a trouvée, elle et un enfant, à l'entrée principale du parc. Elle a fait des accusations graves à votre sujet. Ellie regarda l'officier, incrédule. « Quelles accusations ?» demanda-t-elle. « Elle affirme que vous les avez suivis jusqu'à une cabane où il s'était de vous réfugier après la disparition de son mari. Selon sa déclaration, lorsque vous avez appris que Daniel était présumé mort, vous vous êtes mis en colère et avez tenté de lui faire du mal, ainsi qu'aux enfants. »« C'est absurde, » répondit Ellie, la colère lui donnant une nouvelle énergie. « Elle m'a assommé et m'a laissé mourir dans une cabane remplie de gaz. Elle a abandonné Ren, blessé à la jambe, dans des températures glaciales. » L'officier hocha la tête en prenant des notes. « Nous aurons besoin de déclarations officielles de votre part et de celles de l'enfant, dès qu'elle en sera capable. »« Elle s'appelle Ren, » dit Ellie fermement, « et elle a besoin de soins médicaux plus que vous n'avez besoin de sa déclaration en ce moment. Bien sûr, nous vous retrouverons à l'hôpital. » L'officier recula tandis que l'équipage de l'hélicoptère sécurisait les portes. Lorsque l'hélicoptère décolla, Ellie tenait fermement la main de Ren, observant le paysage montagneux se détacher sous elle. En quelques heures, elle avait retrouvé sa famille, perdu son fils une fois de plus, et failli mourir aux mains de la femme qui l'avait épousée. Et maintenant, cette même femme tentait de tordre les faits pour peindre Ellie comme la méchante. L'idée de Rachel tenant Ivy, potentiellement envenimant l'esprit de l'enfant contre sa propre grand-mère et sa sœur jumelle, faisait bouillir le sang d'Ellie. L'ambulancier qui surveillait Ren jeta un regard inquiet à Ellie. « Madame, je dois aussi vérifier vos blessures. Vous avez des lacérations qu'il faut nettoyer, et probablement une commotion cérébrale à cause du coup à votre tête. » Ellie acquiesça distraitement, permettant au médecin de vérifier la blessure à l'arrière de son crâne. Son esprit courait en avant, pensant à ce qui l'attendait à l'hôpital. Les mensonges de Rachel, un système judiciaire qui devrait démêler la vérité de la fiction, et la tâche déchirante d'aider ses petites filles à comprendre ce qui était arrivé à leur famille. « Grand-maman Ellie », la voix de Ren était faible mais claire. « J'ai peur. » Ellie s'inclina plus près, lui caressant les cheveux sur son front. « Je sais, chérie, mais je suis là avec toi, et je ne vais pas partir. C'est une promesse que je compte bien tenir, peu importe les défis à venir. » Le couloir de l'hôpital était animé, les infirmières se déplaçant efficacement entre les chambres, les médecins consultant des dossiers, les familles attendant anxieusement des nouvelles de leurs proches. Ellie était assise dehors, près du service de radiologie, un bandage couvrant la blessure à l'arrière de sa tête, des pansements plus petits sur ses mains coupées. Les médecins avaient dû confirmer qu'elle avait une légère commotion cérébrale, mais qu'il n'y avait pas de fracture du crâne. Ils voulaient la garder pour la nuit, en observation, mais Ellie avait refusé d'être admise dans un autre service que celui de Ren. Elle attendait ici, pendant que sa petite fille subissait des radiographies pour déterminer l'étendue de ses blessures. Un policier se tenait à proximité, soit pour la protéger, soit pour s'assurer qu'elle ne s'enfuit pas. Ellie n'en était pas totalement sûre. Après l'atterrissage de l'hélicoptère, elles avaient été séparées brièvement pour des évaluations médicales initiales. Pendant ce temps, d'autres policiers étaient arrivés et l'atmosphère était devenue de plus en plus tendue. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et une silhouette familière en sortit, Cal Jennings, le chasseur qui lui avait montré les images de la caméra. Son expression était grave lorsqu'il s'approcha, saluant respectueusement l'officier avant de s'adresser à Ellie. « Mademoiselle Whittaker, j'ai entendu ce qui s'est passé dans la montagne. Je suis content que vous soyez en sécurité. »« Cal, »
dit Ellie en étudiant son visage, essayant de lire ses intentions. « Merci d'être venu, mais je suis surprise de vous voir ici. » Il jeta un coup d'œil à l'officier, puis revint à Ellie. « Je dois vous parler, ainsi qu'à la police. Il y a quelque chose que je dois vous dire. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du service de radiologie s'ouvrit et un médecin en sortit, une tablette à la main. « Mademoiselle Whittaker, les radiographies de votre petite fille montrent une fracture nette du tibia. Elle aura besoin d'une intervention chirurgicale pour correctement positionner l'os et mettre des broches pour le maintenir en place pendant la guérison. »« Quand pouvez-vous procéder à l'opération ?» demanda Ellie en se levant de son siège. « Nous préparons une salle d'opération maintenant. Nous aurons besoin de la signature d'un consentement, puis nous pourrons procéder. » Ellie acquiesça. « Je veux d'abord la voir. » Le médecin la guida dans le service où Ren était allongée sur une civière, sa jambe immobilisée et une perfusion dans le bras. Le visage de la petite s'éclaircit légèrement lorsqu'elle aperçut sa grand-mère. « Les docteurs disent donc qu'ils vont réparer ma jambe, » dit-elle, sa voix petite mais courageuse. « Oui, » confirma Ellie en se dirigeant vers elle et en prenant sa main. « Ils vont te mettre sous anesthésie pour que tu ne ressentes rien. Et quand tu te réveilleras, ta jambe sera dans un plâtre, mais elle sera sur la bonne voie pour guérir. Est-ce que maman va signer les papiers ? Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'un parent. » Ellie hésita, ne sachant pas comment répondre. La situation légale était compliquée. En tant que grand-parent, elle n'avait peut-être pas l'autorité pour consentir à des traitements médicaux, surtout avec Rachel présente dans le même hôpital. Le médecin toussota. Dans des situations d'urgence impliquant des mineurs, lorsque la tutelle est incertaine, nous pouvons procéder au traitement médical nécessaire avec le consentement des parents proches disponibles. Étant donné les circonstances, votre signature suffira pour le moment, mademoiselle Whittaker. Un soulagement envahit Ellie. Merci, je signerai ce dont vous avez besoin. Après avoir rempli les formalités nécessaires et promis à Ren qu'elle serait là à son réveil, Ellie retourna dans le couloir, où Cal et l'officier l'attendaient. « Nous devrions parler en privé », suggéra Cal. L'officier les conduisit dans une petite salle de consultation où 2 autres policiers étaient déjà présents. Une fois la porte fermée derrière eux, Cal prit une grande inspiration. « Tout d'abord, je tiens à dire combien je suis désolé pour tout ce qui s'est passé, » commença-t-il. « Ce que j'ai à vous dire, ce n'est pas facile. » Ellie se prépara mentalement. « Dites-nous simplement la vérité, » dit-elle. Il hocha la tête, sombre. « Il y a 3 semaines, j'ai trouvé Rachel, Daniel et les jumelles déjà dans ma cabane. Ils avaient repassé la nuit là, après. »« Pris dans la tempête, » expliqua Daniel. « Ils s'étaient aventurés dans cette zone et n'ont pas pu revenir en toute sécurité lorsque le temps a tourné. »« Ta cabane ?» interrompit Ellie. « C'est ta cabane de chasse. »« Oui, je l'ai depuis des années. Elle n'est pas sur les cartes officielles. Je l'ai construite moi-même sur un terrain isolé, » continua Cal. « Je les ai laissés rester parce que les filles étaient épuisées et effrayées. Daniel m'a promis qu'il partirait dès que le temps s'améliorerait et que les filles se sentiraient mieux. » Cal marqua une pause, visiblement en lutte, avec ces mots suivants. « Je les ai laissés là pour leur donner de l'intimité, l'intention de retourner moi-même au lodge, mais le temps s'est empiré. Une tempête de grêle a éclaté. J'étais à mi-chemin du retour quand j'ai entendu des cris, des voix d'enfants. La pièce était devenue complètement silencieuse, tous les regards fixés sur Cal, qui se força à continuer. J'ai suivi les bruits et j'ai vu Rachel pousser Daniel du bord d'une falaise. Il est tombé à sa mort. Les jumelles étaient à proximité, cachées derrière des arbres. Rachel leur disait de rester là où elles étaient. La main d'Ellie se porta à sa bouche, un son étranglé s'échappant de sa gorge. Elle avait soupçonné quelque chose comme cela, mais l'entendre confirmer était dévastateur. « Pourquoi n'avez-vous pas signalé cela immédiatement ?» demanda l'un des policiers. Les épaules de Cal s'affaissèrent. Rachel m'a vu la regarder. Je voulais l'affronter, mais avec le temps et la falaise instable, j'avais peur pour ma propre sécurité et pour celle des enfants. Alors nous sommes retournés à la cabane,
Et c'est alors qu'elle m'a fait une offre. Si je laissais cacher elle et les enfants dans ma cabane, jusqu'à ce que quelqu'un les trouve naturellement, elle me paierait suffisamment pour que je puisse prendre ma retraite et disparaître. Elle a dit qu'elle obtiendrait l'argent de l'assurance vie de Daniel. Il ne pouvait pas soutenir le regard d'Ellie alors qu'il continuait. Je suis honteux d'admettre que j'ai envisagé cela, que j'ai même accepté au début. Pendant 3 semaines, je leur ai apporté des provisions, de la nourriture, du bois de chauffage, tout ce dont ils avaient qu'au besoin. 2 millions de dollars, dit Ellie calmement. C'était la police d'assurance vie de Daniel. Rachel est la bénéficiaire principale, mais seulement si Daniel mourait, alors qu'ils étaient toujours légalement mariés, sans charge criminelle ou intention prouvée. Cal acquiesça. Rachel a dit que son mari avait récemment consulté un avocat pour changer son testament, créant des fonds en fiducie pour les jumelles en cas de décès ou de divorce. Mais la paperasse n'était pas encore finalisée. L'un des policiers se pencha en avant. « Alors qu'est-ce qui a changé? Pourquoi venez-vous témoigner maintenant? Pourquoi avez-vous aidé Madame Whittaker ?»« Plusieurs choses, » répondit Cal. « Voir ces affiches de personnes disparues partout, voir comment les filles s'y pleuraient par leur père, ça pesait sur ma conscience. Mais ce qui a vraiment décidé, c'est quand j'ai entendu Rachel au téléphone avec son avocat. Elle comptait m'impliquer dans la mort de Daniel pour éviter de partager l'argent. C'est là que j'ai su que je ne pouvais plus faire partie de tout ça. » Il se tourna vers Ellie, de la sincérité dans son expression. « Je suis désolé de ne pas vous avoir emmené directement vers elle lorsque vous m'avez montré cette affiche. J'avais peur et j'étais égoïste, mais quand j'ai vu Rachel et seulement un enfant quitter la montagne ce matin, j'ai su que quelque chose n'allait pas. C'est là que j'ai appelé la police. » Ellie le regarda, un mélange complexe d'émotions tourbillonnant en elle. De la gratitude qu'il ait finalement aidé à sauver Ren, de la fureur qu'il ait protégé Rachel aussi longtemps, du dégoût pour sa volonté de profiter du meurtre de son fils. « Elle a tué mon fils, » dit Ellie, la voix à peine audible. « Et tu l'as aidé à couvrir ça. »« Je sais, » admit Cal, « et j'accepterai toute punition qui viendra. Je ne pouvais plus vivre avec moi-même. » L'un des policiers se leva. « Monsieur Jennings, nous vous mettons en arrestation pour complicité après le fait de meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. » Tandis que l'officier continuait de lire à Cal ses droits, Ellie tenta de comprendre tout ce qu'elle venait d'apprendre. Daniel n'était pas mort dans un accident tragique en essayant de sauver sa famille. Il avait été assassiné froidement par sa femme, avec ses enfants comme témoins. Les policiers passèrent les menottes à Cal et se préparèrent à l'emmener. Avant qu'il ne parte, il se retourna une dernière fois vers Ellie. « Pour ce que ça vaut, Madame Whittaker, je suis vraiment désolé. Sans moi qui me manifeste, vous n'auriez peut-être jamais retrouvé votre petite fille. J'espère qu'un jour vous pourrez me pardonner. » Ellie leva la main, comme si elle allait le frapper, mais son bras retomba le long de son corps. « Tu as raison sur une chose, » dit-elle lentement. « Sans toi, je n'aurais peut-être jamais retrouvé Ren et Ivy. Pour cela, je te remercie. Mais le pardon, c'est quelque chose que je ne peux pas offrir pour le moment. » Après que Cal fut emmené, l'officier restant expliqua les prochaines étapes à Ellie. « Nous allons maintenant arrêter Madame Rachel Whittaker. Avec le témoignage de Monsieur Jennings et ce que nous espérons apprendre des enfants, nous avons assez de preuves pour l'inculper de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre. »« Et Ivy ?» demanda Ellie. « Où est-elle maintenant ? » ?»« Elle est dans une pièce sécurisée, avec un avocat spécialisé pour les enfants. Rachel a été séparée depuis que nous avons pris connaissance des témoignages contradictoires. » Un coup à la porte interrompit leur conversation. Une infirmière passa la tête et regarda directement Ellie. « Mademoiselle Whittaker, votre petite fille est sortie de l'opération. Tout s'est bien passé. Elle est maintenant en phase de récupération. Vous pouvez la voir bientôt. »« Merci, » dit Ellie, la soulagement évident dans sa voix. Au moins, une chose se passait bien aujourd'hui. L'officier se leva. « Je dois rejoindre mes collègues. Nous allons maintenant dans la chambre de Rachel pour l'arrêter officiellement et lui lire ses droits. Souhaitez-vous être présente ?» Ellie réfléchit un instant, puis acquiesça.
Oui, je dois la regarder dans les yeux. » Ils marchèrent ensemble dans le couloir jusqu'à une autre aile de l'hôpital. À l'extérieur d'une chambre gardée par un agent en uniforme, plusieurs responsables de la police étaient rassemblés, parlant à voix basse. Ils saluèrent Ellie d'un signe respectueux alors qu'elle et l'officier approchaient. « Nous sommes prêts, » dit le détective principal. « Mademoiselle Whittaker, vous pouvez observer, mais veuillez nous laisser gérer cela officiellement. » Ellie acquiesça, et ils entrèrent tôt dans la chambre. Rachel était allongée dans un lit d'hôpital, une perfusion dans le bras et des moniteurs surveillant ses signes vitaux. Son expression se durcit lorsqu'elle vit Ellie. « Rachel Whittaker, » commença le détective de manière formelle. « Vous êtes arrêtée pour le meurtre de Daniel Whittaker et la tentative de meurtre de Eleanor Whittaker et Reine Whittaker. Vous avez le droit de garder le silence. » Le détective continua de lui lire ses droits. Ellie regarda la femme qui avait tué son fils. Le visage de Rachel resta impassible jusqu'à ce que le détective mentionne le témoignage de Cal. « Il ment », cracha Rachel. « Cal est celui qui… »« Gardez ça pour votre avocat », l'interrompit le détective, continuant à lui lire ses droits. Lorsqu'il eut terminé, Ellie s'avança. « Pourquoi, Rachel ? Daniel était un bon mari pour toi. » L'expression de Rachel se tordit de rancœur. « Un bon mari, c'est ce que tu penses ? Nous nous disputions depuis des mois après que je l'ai surpris en train de me tromper avec une femme de son bureau. »« Daniel ne t'aurait jamais trompé, » répondit fermement Ellie. « Ce n'est pas qui il était. »« Je l'ai vu plusieurs fois rencontrer des femmes, » insista Rachel. « Cet ami à lui, toujours la même excuse, des réunions de travail et des rendez-vous. Et puis, il a commencé à parler de changer notre contrat de mariage. Il voulait me quitter pour quelqu'un d'autre. » Ellie secoua la tête. « Tu ne connais pas toute l'histoire. Tu as juste supposé le pire et agi en conséquence. La randonnée était censée arranger les choses. » Rachel continua comme si Ellie n'avait pas parlé. « C'était une façon pour nous de nous reconnecter en tant que famille, mais il refusait tout, refusait de couper les liens avec cet ami. J'ai craqué. »« Alors tu l'as poussé du bord de la falaise ?» demanda Ellie, incrédule. « Avec tes filles à proximité. »« Elles n'étaient pas censées nous suivre dehors, » répliqua Rachel sur la défensive. « Je leur ai dit de rester dans la cabane. » L'un des policiers plaça les menottes au poignet de Rachel, les attachant à la barre du lit. « Mademoiselle Whittaker, vous resterez en détention ici jusqu'à ce que vous soyez médicalement autorisée à être transférée au centre de détention, » annonça-t-il. Rachel lança un regard furieux à Ellie. « Ce n'est pas fini, » cracha-t-elle. « C'était fini le moment où tu as décidé de tuer mon fils, » répondit Ellie froidement. « Tu passeras le reste de ta vie en prison et tu ne reverras jamais ses filles. » Lâchant Rachel sous garde, Ellie se dirigea vers la zone de récupération, où Reine commençait à se réveiller de l'anesthésie. La jambe de l'enfant était dans un plâtre, allant du pied jusqu'au milieu de la cuisse, légèrement surélevée sur un oreiller. « Grand-mère Ellie » murmura Reine d'une voix pâteuse lorsqu'Ellie s'assit près de son lit. « Je suis là, ma chérie » lui assura Ellie doucement en prenant sa main. « L'opération s'est parfaitement bien passée. Tu vas aller très bien. »« Où est Ivy ?» demanda la fillette en regardant autour d'elle d'un air flou. « Elle est aussi ici à l'hôpital. Tu la verras bientôt, je te le promets. » Plus tard dans la soirée, après que Reine ait été transférée dans une chambre normale et soit tombée dans un sommeil profond, aidée par les médicaments, Ellie reçut l'autorisation de rendre visite à Ivy. L'enfant était dans une chambre au bout du couloir, un travailleur social assis tranquillement dans un coin. Ivy leva les yeux en voyant Ellie entrer, ses yeux grands ouverts et incertains. Elle ressemblait tellement à sa sœur, mais les événements des dernières semaines l'avaient démarquée différemment. Une fatigue dans son regard qu'aucune enfant de 7 ans ne devrait avoir. « Salut Ivy », dit doucement Ellie en s'approchant lentement. « Grand-mère Ellie », la voix de la fillette tremblait. « Où est maman ? Où est Reine ?» Ellie s'assit au bord du lit, prenant soin de ne pas envahir l'espace de l'enfant. « Reine est dans une autre chambre.
Elle se repose. Sa jambe a été blessée, mais les médecins l'ont réparée. Elle va aller bien. Et maman? Ta maman est avec des gens qui essaient de comprendre ce qui s'est passé sur la montagne, expliqua Ellie doucement. Pour l'instant, toi et Ren allez rester avec moi. La lèvre inférieure d'Ivy se mit à trembler. Papa ne reviendra pas, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Maman a dit qu'il avait eu un accident. Ellie sentit son cœur se briser une nouvelle fois. Non, ma chérie, papa ne reviendra pas, mais il t'aimait toi et Ren très très fort, et je vais m'assurer que vous vous souveniez toujours de cela. Des larmes montèrent dans les yeux d'Ivy. Sans prévenir, elle se jeta dans les bras d'Ellie, des sanglots secouant son petit corps. Ellie la serra fortement contre elle, ses propres larmes tombant alors qu'elle berçait sa petite fille. Les sanglots d'Ivy se calmèrent progressivement en hoquets, puis dans la respiration régulière d'un sommeil épuisé. Ellie continua de la tenir, réfléchissant à tout ce qui s'était passé et tout ce qui restait à venir. Elle avait perdu son fils, une blessure qui ne guérirait jamais complètement, mais ses filles demeuraient des liens précieux avec l'homme qu'elle avait élevé et aimé. Elles auraient désormais besoin de sa force plus que jamais, et elle était déterminée à la leur offrir. La justice pour Daniel viendrait par le biais des tribunaux. Rachel ferait face à un procès pour ses crimes, et Cal répondrait de son rôle dans la dissimulation de la vérité. Mais la véritable justice, croyait Ellie, viendrait du fait de veiller à ce qu'Ivy et Ren grandissent, en sachant qu'elles étaient aimées et protégées, que malgré les terribles actions d'un parent, elles ne seraient pas définies par cet héritage. Alors que la lumière de la lune filtrée à travers la fenêtre de l'hôpital projetait des ombres douces sur le visage endormi d'Ivy, Ellie fit une promesse silencieuse à son fils. Elle prendrait soin de ses filles, avec tout l'amour et la sagesse qu'elle possédait. Elle les aiderait à naviguer dans les difficiles vérités de leur passé, tout en construisant un avenir rempli de guérison et d'espoir. Ellie Whittaker n'avait jamais reculé devant des épreuves difficiles. Elle avait passé une vie entière à se préparer à des voyages difficiles, et celui-ci, peut-être le plus important de tous, serait affronté avec la même résilience et détermination qui l'avait guidé à travers les montagnes pendant plus de 3 décennies.